Entre crise sécuritaire et sanitaire, le FESPACO résiste. Lancement officiel aujourd'hui de la 27e édition du plus grand événement du cinéma africain. Une cérémonie pleine de couleurs a marqué le début des activités. Pendant une semaine, le cinéma sera célébré avec une sélection de 239 films provenant de 50 pays. Commémoration de l'an 34 de l'assassinat de Thomas Sankara, on en parle encore ce soir. Le mouvement endogène a marqué cet anniversaire à travers une conférence publique. Le secteur de l'éducation a été passé au peigne fin à cette rencontre. Le mouvement appelle à repenser l'éducation au Burkina Faso. Et puis procès Thomas Sankara, le collectif des avocats de la campagne internationale Justice pour Sankara digère mal l'absence des deux principaux accusés, Blaise Compaoré et Yassine Kafando. Pour ce collectif, le refus du parquet d'enregistrer ce procès cause préjudice au Burkina Faso. Voilà pour le sommaire de ce rendez-vous de 20h. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à vous. Ni la crise sécuritaire, ni le coronavirus n'a eu raison du FESPACO. Il a certes connu des reports, mais il a résisté. La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO est lancée. C'est parti donc pour les activités de cette biennale du cinéma panafricain. Durant une semaine, le 7e art africain sera à l'honneur. Le clap de départ a été donné ce 16 octobre 2021 au cours d'une cérémonie qui a tenu en haleine les invités pendant 2 heures de temps environ. Une cérémonie présidée par le chef de l'État. Ce rendez-vous du cinéma, 27e édition, se tient autour du thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis. Le Sénégal est le pays invité d'honneur pour cette édition. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, Rochma Christian Kaboré, à l'issue de la cérémonie d'ouverture. Je voudrais d'abord saluer la tenue de cette 27e édition du FESPACO, qui se tient et qui montre bien la résilience du peuple burkinabé face aux contraintes sécuritaires et aux contraintes sanitaires. C'est une occasion pour moi de saluer mon frère et ami, le président Macky Sall, qui a accepté que le Sénégal soit l'invité d'honneur de cette 27e édition. Je voudrais également saluer tous les festivaliers qui sont venus, comme je dirais, des 4 coins du monde pour participer également au FESPACO. Et enfin, pour les réalisateurs et tous ceux qui ont fait des films qui sont en compétition, je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage et que le meilleur gagne. Et le thème qui a été choisi, qui vise effectivement à voir quelles sont les difficultés, les contraintes, les perspectives du cinéma africain, c'est un thème qui est important. Et il faudra que l'ensemble des acteurs de ce monde se penchent dessus pour que nous puissions lever tous les verrous qui empêchent le cinéma africain de prospérer. Et justement, dans le cadre du FESPACO, la Fédération panafricaine des cinéastes FESPACI a tenu une assemblée générale hier vendredi. Les membres de la fédération se sont exprimés librement à cette rencontre. Entre les coups de cœur et les coups de gueule, des solutions ont été proposées pour rendre la fédération plus dynamique pour le rayonnement du cinéma africain. Béranché Zambelongo, Serge Kabouri. À cette assemblée générale de la Fédération panafricaine des cinéastes, qui est une instance statutaire, le Conseil exécutif va dresser le bilan des activités menées en faveur des acteurs du 7e art africain à travers la recherche des financements et dans l'exécution de la feuille de route définie lors de la dernière rencontre. Donc qu'est-ce que le secrétariat, qu'est-ce que le Conseil exécutif a eu à faire entre-temps? Dans la recherche des financements, dans l'exécution du business plan que nous avons eu à élaborer en 2015. Et puis ensuite, dans l'effectivité de la Commission africaine pour le cinéma et l'audiovisuel que nous avons pu faire créer au niveau de l'Union africaine, et nous allons pouvoir en parler ici avec les représentants de l'Union africaine. Ce cadre d'échange sera également l'occasion de dégager des perspectives en termes de nouveaux projets. Et le prochain défi selon Cheikh Oumar Sissoko est la restauration des films et la création d'archives et médiathèques en Afrique. Nos films qui sont dans les laboratoires européens sont dans des difficultés certaines. Donc nous avons pu dégager un partenariat
avec l'UNESCO et la Film Foundation de Martin Scorsese, qui est un très très grand cinéaste américain. Et nous sommes arrivés pour le moment donc, à restaurer 6 films. Il y a d'autres films qui sont restés ailleurs. Nous sommes aussi dans la recherche de toutes nos archives, avec la création donc, des cinémathèques. Ce ne sont pas des choses faciles parce que ce sont des situations qui demandent beaucoup d'argent. Mais au niveau de cette activité-là, que l'on appelle African Film Heritage Project, je pense que dans l'implication des États que nous allons demander, c'est-à-dire que chaque État accepte de financer la restauration de leurs films. La Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI, faut-il le rappeler, est une organisation internationale créée en 1969 pour promouvoir les cinéastes d'Afrique et de la diaspora, et son siège se trouve à Ouagadougou. C'est aujourd'hui que le mouvement endogène a commémoré le 34e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, et cela à travers une conférence publique articulée autour de 4 sous-thèmes. Entre autres, la lecture du renouveau de l'éducation nationale sous le prisme de la pensée éducative du professeur Joseph Kizerbo, la cohésion sociale, quel rôle de l'éducation ou encore les approches pour un modèle éducatif en phase avec les enjeux du développement au Burkina Faso. Les panélistes sont arrivés à la conclusion qu'il est nécessaire de repenser l'éducation au Burkina Faso. Cette conférence publique tenue aujourd'hui même se veut être la contribution de cette organisation pour la tenue des assises nationales sur l'éducation prévues pour novembre prochain. Michael Tougré. La première thématique est développée par l'enseignant de philosophie politique, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Quel rôle de l'éducation ? Face à l'assistance, Abdoulaye Barrow va rappeler que l'éducation est la colonne vertébrale de toute nation et le développement endogène suppose l'épanouissement intégral des citoyens en s'appuyant sur des valeurs telles l'amour de la patrie, l'égalité de tous devant la loi, la solidarité. De tout ceci, il va insister que toutes les politiques mises en œuvre doivent nécessairement intégrer une participation de la jeunesse, gage de cohésion sociale. La question du vivre ensemble et de la cohésion sociale est et reste au cœur des valeurs structurantes de notre espace démocratique. Et je pense que la question de la jeunesse scolaire et estudiantine, pas que je prêche pour ma paroisse, mais cette question doit représenter une pensée constante dans tous les ministères, dans toutes les mesures et décisions qu'on prend dans ce pays. Cette jeunesse ne doit rester étrangère à aucun plan d'avenir. Elle doit inspirer et animer les grandes pensées et décisions gouvernementales, notamment sur le plan éducationnel. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut faire entrer la problématique de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans l'esprit de la jeunesse burkinabé. Le deuxième thème abordé est quelle approche pour un modèle éducatif en phase avec les enjeux de développement au Burkina Faso. Si pour l'ancien ministre en charge de l'éducation, la finalité de l'école est de développer le capital humain, fort est de reconnaître que la question d'un modèle éducatif burkinabé repose en premier lieu sur une éducation familiale de qualité. Souvent, nous ne voyons que l'école. Et ça, c'est une erreur de perception. Parce que l'éducation, elle commence principalement dans la famille. L'éducation, comme le disait Mandela, commence dès la conception de l'enfant jusqu'à l'humain qu'il devient et dont l'éducation veut se charger du devenir en tant que tel. Cette conférence publique organisée par le mouvement endogène s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 34e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Une conférence tenue sous le thème « Le renouveau de l'éducation au Burkina Faso, la vision du CNR et la pensée éducative du professeur Joseph Kizerbo comme socle ». Procès affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Le collectif des avocats de la campagne internationale Justice pour Sankara a tenu une conférence de presse hier, le jour même de l'an 34 de l'assassinat du père de la Révolution et ses 12 camarades. Une conférence au cours de laquelle le collectif a donné des éclaircissements aux journalistes sur le procès qui s'est ouvert à Ouagadougou le 11 octobre dernier. L'absence des 2 principaux accusés et le refus d'enregistrer ce procès ont ponctué les échanges. Sanata Siri. Quelques jours après l'ouverture du procès de l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons à Ouagadougou,
Le collectif des avocats de la campagne internationale Justice pour Sankara était face aux hommes des médias ce 15 octobre pour donner des détails sur le procès et la procédure judiciaire de cette affaire. L'une des questions majeures abordées lors de cette conférence de presse, l'absence au procès des deux principaux suspects dans l'assassinat du père de la Révolution, à savoir Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando qui refuse de comparaître malgré le mandat d'extradition émis durant l'instruction. Et si on considère qu'assassiner un chef de l'État en fonction, c'est un crime politique, mais que voulez-vous? Vous serez jugé pour un crime politique. Mais ça ne se fait pas sur la base de la politique, ça se fait sur la base des éléments de droit. Et puis, vous savez, je pense que pour tous les Burkinabés que nous sommes un peu habitués aux pirouettes de Blaise Compaoré. C'est pour cela que je rejoins ma consoeur. C'est comme si on était étonnés. Mais il n'y a rien d'étonnant à cela. Il n'a jamais été quelqu'un capable d'assumer ses responsabilités quand l'heure était venue. Nous connaissons le personnage de Blaise Compaoré, mais je crois que c'est clair. Il n'a pas le courage, osons dire les mots tels qu'ils sont, de venir et d'affronter son destin. Quand il a eu les armes entre les mains, c'était un homme courageux. À partir du jour où il n'avait plus les armes entre les mains et qu'il devait venir répondre devant la justice, là, il faut le dire, il est devenu lâche. Il n'y a pas un autre mot. Était également au cœur des échanges de cette rencontre avec les hommes des médias la question du refus du tribunal militaire d'enregistrer l'ensemble de ces procès dits exceptionnels pour l'histoire et les archives du tribunal militaire. Pour le collectif des avocats de la campagne internationale Justice pour Sankara, ce refus du parquet militaire constitue un préjudice pour toute la nation burkinabé. Madame le procureur a dit, abondant dans notre sens, elle s'associe à notre demande pour dire on a les moyens d'enregistrer. Il y a le service de communication de l'armée et il y a les archives de l'armée qui peuvent enregistrer et conserver. Voilà tout ce qu'on demandait. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas sorcier. Et on était surpris que ce soit les avocats de la défense qui s'opposent à une demande des plus banales, une demande simple. On se serait attendu que ce soit le parquet qui s'y oppose. Mais on s'est aperçu lors de l'audience que ce sont les avocats de la défense. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi il y avait cette hostilité à un enregistrement simple. Au stade actuel où nous en sommes, nous ne pouvons pas vous donner les motivations exactes qui ont conduit le juge à rejeter la demande. Si tant est que c'est parce qu'il estime que le code de procédure pénale l'interdit, ce serait déjà grave. Parce que ça voudrait dire que on va dire à titre de jurisprudence, pour le Burkina, là on vient de prendre une décision, en notre sens, assez grave. C'est-à-dire que pour l'intérêt mémoriel de la nation, on ne pourra plus quasiment jamais enregistrer un procès comme il se fait aujourd'hui dans les États modernes. Selon les conférenciers, le parquet militaire a retenu une liste de 67 témoins et 2 témoins experts, auxquels s'ajouteront les témoins de la partie civile. Du reste, l'audience a été renvoyée au 25 octobre prochain et le collectif des avocats de la campagne internationale Justice pour Sankara ne compte pas baisser les bras avant l'obtention de la vérité et la justice pour le président capitaine Thomas Sankara. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, c'est la reprise officielle de l'année académique 2021-2022 dans les universités publiques du Burkina Faso. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a procédé hier vendredi 15 octobre 2021 à l'université Thomas Sankara au lancement officiel de cette rentrée. Une rentrée académique qui a été placée sous le parrainage de Mariam Sankara, veuve du président Thomas Sankara. Elle a été marquée par l'inauguration du buste du père de la Révolution au sein de l'université qui porte son nom. On est reparti avec Sanata Siri. Après les élèves du primaire et du secondaire, c'est au tour des étudiants des universités publiques de reprendre le chemin des amphithéâtres. Une rentrée académique placée sous le sceau des efforts pour la normalisation des années académiques dans les universités publiques du Burkina Faso. Selon le ministre Al-Kassoum Maïga, des efforts sont consentis à tous les niveaux afin d'éradiquer les retards dans les universités publiques et faire de la normalisation des années académiques une réalité. La bonne nouvelle est que cette année, certains nouveaux bacheliers ont déjà commencé les cours et d'autres en programmation. On vous a dit là que IFR, SEG, pour ceux qui connaissent l'université Thomas Sankara, ils connaissent les difficultés qui étaient à cette IFR, SEG là. C'est tout un symbole de dire que ceux qui ont eu le bac en 2020 ont fini leurs 2 semestres dans cette IFR et qu'aujourd'hui, les bacheliers 2021 sont sur le campus. IFR et JP, ils ont pu finir le premier semestre, ils sont sur le 2e semestre où ils ont fini, mais ils attendent les évaluations. Ce qui veut dire que les bacheliers de 2021 peuvent aussi commencer les cours parce que le premier semestre a été bouclé. À l'IFR Sciences et Techniques également, ils ont pu commencer les cours.
On peut aller vers Joseph Kizerbo pour dire l'IFR qui avait beaucoup de difficultés, c'était l'IFR SVT, où l'année passée, on n'a même pas orienté un seul étudiant parce qu'il fallait qu'il fasse le rattrapage. Et ils ont pu normaliser, et déjà dans la semaine, ils ont rencontré de nouveaux bacheliers. La marraine de cette cérémonie, Mariam Sankara, s'est réjouie de la reconnaissance posthume du président Thomas Sankara à travers cette université qui porte son nom. Elle espère tout de même que les visions de cette université soient proches des visions du père de la révolution burkinabé. C'est une émotion de venir dans cette université parce que depuis l'année dernière, nous avons été informés que cette université allait être baptisée Thomas Sankara. Ça nous a fait plaisir, pour nous c'était un honneur. Et ça avait été fait aussi, c'est un 15 octobre. Vous savez qu'un 15 octobre, ce que ça représente pour nous. Et donc on s'est dit que ça nous a quand même réconforté, alors que ce jour-là, qu'on soit un jour où on sache le passé et tout ça, mais le fait de savoir quand même qu'il y a quelque chose qui est fait à son honneur, un hommage, un tel hommage, ça nous a réchauffé le cœur. Ce serait une université qui va nous former des Burkinabés dont nous serons fiers, qui vont participer à la transformation de ce pays, au développement de ce pays. Cette cérémonie a été marquée par une remise de bourses aux meilleurs étudiants des différentes universités publiques et l'inauguration du bus du capitaine Thomas Sankara au sein de l'université qui porte son nom. Une statue faite d'alliage de métaux de fer, de verre et de résil placée à l'entrée de l'université Thomas Sankara. Rentrée académique également pour l'une des universités privées du Burkina Faso, l'Université de l'Unité africaine, ex-IAM. La rentrée académique est effective depuis le 14 octobre dernier à Bobo-Dioulasso. Une cérémonie a été organisée pour marquer le top de départ de cette année académique 2021-2022. L'Université de l'Unité africaine, faut-il le rappeler, est une école d'enseignement supérieur spécialisée dans les filières de formation en management ou en gestion. Joseph Koutko. Cette cérémonie marque le lancement officiel de la rentrée académique 2021-2022 de l'Institut africain de management, IAM, devenu Université de l'Unité africaine. Une année académique placée sous le signe de l'excellence. Vous savez tous qu'on est passé d'Institut IAM à Université de l'Unité africaine. Donc c'est un tournant décisif. C'est pour mieux former nos étudiants. Donc ils ont l'opportunité de se faire former dans la meilleure des universités au niveau du Burkina Faso. Parce que nous proposons toujours la formation des hommes et des femmes de valeur. Parce que la formation l'ivresse ne suffit pas. Il faut leur inculquer des valeurs qui permettent aujourd'hui de voyager, d'être performants dans le monde de l'entreprise. Et dans sa vision de former des hommes de demain, l'Université de l'Unité africaine a décidé de pérenniser son innovation, celle d'organiser des immersions de ses étudiants au groupement d'instruction des forces armées. Aussi, dans l'optique de soutenir l'éducation dans la ville de Sia, l'Université de l'Unité africaine, au cours de cette cérémonie, a remis un chèque de 10 millions de francs CFA à la commune de Bobo-Dioulasso. Nous sommes comblés parce que cette université est la première qui a scellé un partenariat avec la commune. De quel partenariat chaque année et nous offre 10 bourses d'une valeur de 10 millions. Alors c'est très rare, mais cette école l'a fait. Ça fait pratiquement la 3e, 4e année qu'ils sont en train de le faire, sans interruption. On ne fait que leur dire merci et que nous sommes très comblés. Et c'est pour ça aussi que nous ne ménageons aucun effort pour voir dans la mesure de nos compétences et de nos possibilités d'accompagner cette université qui est une université d'excellence qui a fait ses preuves au Burkina et au-delà de notre pays. Les majors des promotions précédentes qui ont reçu également des prix d'encouragement. Ils ont reçu entre autres des livres, chèques et ordinateurs portables. L'année passée, j'étais là à cette même cérémonie. Et quand j'ai vu la remise des prix, le PCA a remis le premier prix, c'est-à-dire au major de l'année dernière. Je m'étais dit, l'année prochaine, ce serait moi. Et j'ai travaillé et ça a payé. Contexte sécuritaire oblige, le respect des mesures sanitaires sera au cœur des exigences. Cette rentrée académique a été une occasion pour les premiers responsables de l'Université de l'Unité africaine de prodiguer des conseils aux nouveaux étudiants.
Retour à Ouagadougou, nous parlons toujours du secteur de l'enseignement supérieur à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. La reprise est marquée par la sortie de promotion des stagiaires de la 33e promotion. Une sortie intervenue hier 15 octobre 2021 à Ouagadougou. Au nombre de 110, ces stagiaires ont reçu leur parchemin des mains des responsables de l'ISTIC. Ami Valiant, Serge Kabouré. Persévérance, c'est le nom de baptême de cette 33e promotion des stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Ils sont au total 110 nouvelles compétences que l'ISTIC met à la disposition du monde des médias et de la communication au Burkina Faso. En qualité de parrain de cette cérémonie de sortie de promotion, Idriss Anassa, PDG de Coris Holding, a invité ces hommes et femmes à jouer pleinement leur partition dans le processus de partage de l'information. Le monde professionnel que vous allez bientôt intégrer a sûrement besoin que vous vous dotiez de la vertu de la persévérance dans l'effort au quotidien pour votre plein accomplissement à la fois professionnel et personnel. Chers filleuls, vous allez vous engager dans le monde de la presse et de la communication au moment où notre cher pays fait face à un énorme défi sécuritaire. Ce contexte fait appel à votre sens élevé du professionnalisme et surtout du patriotisme. Avec un taux de réussite de 100%, cette promotion est composée de journalistes, des communicateurs et de techniciens. Et au porte-parole de la promotion de rassurer le parrain que son invite n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il a par la même occasion soumis quelques doléances au ministre de la Communication. Une nouvelle école commence pour nous, celle de la vie active, celle de la vie professionnelle. Parmi les sortants ce soir, il y a de jeunes journalistes et techniciens recrutés sur concours direct. Ils ont été forgés pour la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, mais en attendant les affectations, ils ont le sommeil trouble, car très souvent, ils sont affectés dans des bureaux. Par ma voix, Monsieur le ministre, ces jeunes qui bouillonnent d'envie de donner chaque jour aux Burkinabés l'information vraie et juste plaident pour des affectations dans les rédactions. Tout en soulignant sa disponibilité à accompagner l'ISTIC sur des projets innovants, le ministre de la Communication, par ailleurs président de la présente cérémonie, a rendu hommage à l'ensemble des acteurs pour le travail abattu afin d'assurer une formation de qualité aux hommes et femmes de médias depuis 1974. Donc c'est un geste somme toute normal, un geste d'un ministre qui est très heureux du travail que fait cet institut, et puis un ministre qui est très heureux de savoir que le secteur de la communication et de l'information en tout cas mérite, ou en tout cas suscite l'attention des jeunes. 112 c'est pas peu, et depuis très longtemps c'est comme ça. Donc voilà ce qui m'amène là. On est engagé avec eux sur des trajectoires d'aller en avant dans l'amélioration des conditions d'études avec cet institut, et puis nous allons les accompagner. Cette cérémonie de sortie de promotion a été une occasion pour le parrain de récompenser les majors des différentes promotions à travers la remise d'attestations et d'ordinateurs. Une manière pour lui de les encourager à persévérer dans la quête de l'excellence. De l'enseignement supérieur, nous revenons au secteur des plus jeunes. Après la diffusion du reportage sur le conflit entre le propriétaire de l'établissement d'enseignement et son voisinage au quartier Belleville dans l'arrondissement numéro 6 de la ville de Ouagadougou, les autorités éducatives ont procédé à la fermeture du dit établissement hier vendredi. Ce samedi matin, les parents d'élèves étaient réunis en assemblée générale avec le fondateur afin de comprendre les raisons de la fermeture de l'établissement et envisager des perspectives pour leurs enfants. Serge Kaboré pour la suite des faits. Ambiance particulière à Watinoma, au quartier Belleville de Ouagadougou ce samedi, exactement 3 jours après la diffusion du reportage des médias leaders Trui TV et Wat FM sur le conflit de voisinage avec un établissement d'enseignement. Fermé par les autorités depuis le 15 octobre 2021, l'établissement n'est plus fonctionnel et les parents d'élèves veulent des réponses avec le fondateur. Approché pour comprendre si l'établissement était fonctionnel en toute légalité, le fondateur confirme ne pas disposer des papiers nécessaires pour la construction et l'ouverture de l'établissement. On m'a demandé
le titre de propriété et l'autorisation de construire de l'immeuble, chose que je n'ai pas pu obtenir, par aussi, je pense, de la faute de l'administration, puisque pour obtenir l'autorisation de construire et le PIH, il faut avoir la création, il faut avoir le PIH. À la question de savoir pourquoi s'entêter à ouvrir un établissement avec des documents manquants, le fondateur se défend. Si vous prenez les devis descriptifs et estimatifs de l'immeuble, ça me fait plus de 111 millions pour la construction de l'immeuble. Je me suis engagé dans des prêts et je ne pouvais pas me mettre à dilapider les fonds, à faire un mauvais usage. À ces raisons s'ajoutent, selon le fondateur, les démarches déjà entreprises, notamment l'étude des sols par le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la notice de sécurité incendie et des plans architecturaux par un cabinet d'ingénieurs. Du côté de certains parents d'élèves qui ont inscrit leurs enfants, l'on dit n'avoir pas été informés de l'ambiguïté du problème. Le début, moi-même, j'étais parent d'élève en ce moment. Donc, on a posé le problème à ce moment. Le fondateur avait dit qu'effectivement, dès le début, il avait des petits problèmes, mais qu'il allait résoudre ces différends. Et je crois qu'après la construction de ce bâtiment, le différend a été résolu. Donc, nous avons pensé que vraiment, ce n'est que vraiment une continuité parce que, vu les résultats que l'école donne, nous ne pouvons pas dire que, il y a un gros différé, mais c'est actuellement, vu la situation qui se passe, nous se disons que c'est un problème sérieux. Nous ne savions pas qu'il y avait eu un problème avec l'établissement. Nous avions dit qu'il existait quelques mésententes de par le passé, mais on nous avait rassuré qu'une entente avait été trouvée. On a aussi appris avant la rentrée qu'il y avait eu des affiches pour annoncer la fermeture de l'établissement. Mais nous ne les avions pas vues et on nous a rassurés pour que nous inscrivions nos enfants. Une pétition a été lancée par l'établissement pour récolter des signatures des parents d'élèves afin de demander la clémence des autorités. Tout autre chose en ce 20h. Hier, 15 octobre, à Bobo-Dioulasso, les commerçants ont fermé le grand marché de la ville de Sia en signe de protestation. Une fermeture qui intervient après un sit-in pour manifester leur mécontentement à l'endroit des autorités communales. Les manifestants dénoncent la mauvaise gestion du marché par la structure de gestion des équipements et des infrastructures marchandes. Joseph Poutko. Des commerçants du grand marché de Bobo-Dioulasso en mouvement d'humeur pour exiger une gestion vertueuse de leur marché. C'est une crise de 2017 qui perdure et qui dure. Je pense que cette crise-là, elle est catégoriquement administrative, qui nous dépasse quand même, nous les commerçants. Parce que nous les commerçants, nous sommes libéraux, nous avons besoin du terrain, de nos boutiques, de nos marchandises pour pouvoir mieux travailler. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui est au-dessus quand même des commerçants. Si elle est politique, ça incombe aux politiciens. Si elle est administrative, ça incombe quand même à la commune et au premier responsable qui est le maire. C'est ce que nous pensons en tout cas. Cette manifestation est la conséquence d'une série de démarches infructueuses auprès des autorités compétentes, se plaignent les initiateurs de cette marche. On nous a envoyé beaucoup de fois au tribunal administratif, au Conseil d'État. Je pense que nous avons connu presque tous les tribunaux quand même de ce pays-là par rapport à ce problème-là. Donc aujourd'hui, juridiquement, nous ne sommes pas des hommes de droit. Nous sommes des commerçants. Maintenant, juridiquement, vous avez la commune et un individu, si je peux le dire ainsi, qui s'oppose quand même au règlement intérieur quand même du marché central. Si on vous dit aujourd'hui que le marché central n'appartient pas à la commune, c'est aller quand même très loin. Est-ce qu'un individu peut avoir une convention avec l'AFD pour pouvoir construire un marché? Les autorités communales de Bobo-Dioulasso, quant à elles, préconisent le dialogue pour une sortie de crise. Quand on a mis ces structures en place, le DG, il est là avec son équipe. Le PCA, il est là avec son équipe, avec les différentes unités de gestion. C'est à eux. Parce que le marché, la SGM est une structure autonome.
en termes de gestion. Nous n'assurons que la tutelle. Donc, je suis surpris qu'aujourd'hui, des gens, pour peut-être des craintes qu'ils ont vis-à-vis des actes qu'ils ont posés sur le terrain, est en train de divertir les gens. Les commerçants, convenus de la noblesse de leur combat, n'entendent baisser les bras et exigent entre autres la fermeture des guichets et de la radio du marché. Pour terminer, première édition du Salon de la publicité et de l'édition SAPA. Elle se tiendra du 11 au 13 novembre prochain à Ouagadougou. C'est l'information donnée hier 15 octobre par le commissariat général du SAPA. Ce cadre de rencontre est pensé par les agences de conseil en publicité, Impulsion Agence Conseil et Omega Vision, en collaboration avec la fêtière publicitaire associée. Cette activité vise à rendre plus productif le secteur de la publicité. Le secteur de la publicité est un domaine porteur et représente 10% des entreprises créées au Burkina Faso ces dernières années. Et les taxes sur la publicité constituent également la deuxième source de revenus de la mairie de Ouagadougou. Une contribution non négligeable dans l'économie burkinabé qui mérite d'être soutenue. Et c'est l'ambition que nourrit les agences de conseil en publicité Impulsion Agence Conseil et Omega Vision en collaboration avec la fêtière publicitaire associée à travers le Salon de la publicité et de l'édition, plateforme de rencontres professionnelles, de partage d'expériences et de découverte des innovations des métiers de la publicité. Durant le salon, il y aura les expositions, donc vous aurez des agences, des imprimeurs, des photographes, des graphistes, tous ceux qui constituent la chaîne de valeur qui seront présents, les médias, les presses, les télés, les radios, les presses en ligne. Ils auront des stands sur le site, donc vous pourrez venir discuter, échanger avec eux pour ceux qui vous souhaitent en fait embrasser une des chaînes de valeur du métier. L'événement qui se tiendra les 11, 12 et 13 novembre 2021 à Ouagadougou sur le site de Siao se veut être aussi un espace complémentaire au plaidoyer de la fêtière publicitaire associée auprès des autorités politiques et administratives. Puisque pour être agence de publicité, il faut disposer de récépissé de reconnaissance du CSC qui est rentré en vigueur depuis le décret d'application. Cette loi-là est très peu connue. Parce que normalement, un annonceur ne doit pas travailler avec une agence qui ne dispose pas de ce document-là. C'est comme si tu ne respectais pas, c'est pas comme si tu ne respectes pas la loi. Parce que la loi dit que ne peut exercer la profession de publicitaire, pas seulement de régie publicitaire, d'éditeur. Dans l'édition, nous avons beaucoup de choses. Même les impressions, les documents, les gadgets publicitaires, ça rentre dans la catégorie éditeur. Il faut disposer du récipient du CSC. Mais cette loi n'est pas connue. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. Et c'est l'opportunité de la promouvoir. Sont attendus à cette première édition du SAP plus de 10 000 visiteurs, environ une cinquantaine d'exposants et 100 experts avec au menu des panels, des workshops et des masterclass. Le SAP 2021 a pour thème « Viabilité et innovation des métiers de la publicité et de l'édition, défis et enjeux ». Il sera placé sous le patronage du président du Conseil supérieur de la communication. Et voilà qui met fin à ce journal de 20h sur Twi TV. Merci pour votre aimable attention. Merci à vous qui avez honoré ces rendez-vous de 20h de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres sessions d'information. Bon week-end.